J'ai une question. Est-ce que l'intelligence artificielle ne serait pas en train de créer la plus grande bulle financière de notre génération? Donc ici, c'est le classement des principaux actifs par capitalisation boursière. Donc si on enlève les métaux précieux comme l'or et l'argent, on voit qu'on a Apple, Nvidia, Google, Microsoft, Amazon. Donc Nvidia, on les connaît, c'est pour les GPU, les cartes graphiques, celles qui nous permettent d'utiliser l'IA. On a Google qui investit massivement, que ce soit dans leur propre IA, mais aussi ils fournissent des data centers ou de l'infrastructure pour d'autres entreprises. On a Microsoft qui investit énormément aussi dans l'infrastructure autour de l'IA. Amazon, c'est pareil. TSMC, c'est des puces électroniques. On a Meta qui a sa propre IA, qui a beaucoup d'offres d'emploi. SpaceX, pareil, qui crée des data centers. On voit que les plus grandes entreprises du monde, en termes de capitalisation boursière, sont tournées autour de l'IA. Donc il y a énormément de valeur, il y a un enjeu qui est colossal, il y a énormément d'argent investi dans toutes ces entreprises et elles sont toutes interconnectées autour du sujet de l'IA. Donc Sequoia, c'est un fonds d'investissement très connu qui investit dans de nombreuses startups qui sont aujourd'hui les startups les plus connues. SpaceX, dans Airbnb, dans Nvidia, dans Reddit, etc. Donc voilà, c'est vraiment des gros poissons. Ils sont là depuis des années en plus. Et un de leurs experts, David Kahn, a publié cet article sur la valeur de la bulle IA. Et cette valeur-là, elle est autour de 600 milliards de dollars. En gros, ce qu'il avait dit, c'est qu'il y a 3 ans environ, ils avaient parlé plutôt d'une valeur en fait de 200 milliards. Et maintenant, on parlerait même en 2026, j'ai vu d'autres articles qui disaient justement 3000 milliards de dollars. Et cette somme-là, en fait, ça représente le break-even point. C'est-à-dire que l'argent qui doit être fait par toute l'industrie pour en gros arriver dans un état profitable. C'est-à-dire que parmi tous les investissements qui ont été faits, le revenu doit être de 600 milliards de dollars. Ça grossit, ça veut dire qu'avant qu'on atteigne ce montant là de revenus, il n'y a pas de retour sur investissement. Donc pour le moment, c'est une bulle spéculative. On croit que ça a de la valeur, ça grandit. Tout le monde investit pour essayer d'y tirer profit un jour ou l'autre. Plus il y a de personnes qui investissent là-dedans, plus en fait le profit s'éloigne. Comme on le voyait sur le tableau précédent, en fait, 3000 milliards, c'est presque l'équivalent de Nvidia. Nvidia, on est sur du 4000 milliards de capitalisation boursière, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise vaut. En plus de ça, quand on dit 3000 milliards, on pourrait dire que c'est l'équivalent de l'argent, c'est-à-dire que tout l'argent qu'il y a dans le monde vaut cette valeur-là. Aujourd'hui, ça monte, ça fluctue, voilà, l'argent a un cours qui varie, mais aujourd'hui, on est à peu près à 3000 milliards. Ce revenu-là doit être fait par l'IA chaque année pour permettre à toute l'industrie de faire du profit, ce qui est colossal. Vraiment colossal. Les circuits de financement, on voit qu'ils sont tous interconnectés, avec principalement Nvidia et Microsoft qui mènent la danse, mais toutes les entreprises qui gravitent autour, avec bien évidemment OpenAI qui a lancé la mode. On a xAI aussi qui fournit des data centers, qui va investir du coup dans Nvidia pour acheter des GPU. Microsoft finance Nvidia aussi pour avoir ses propres serveurs. Donc on voit qu'il y a des achats de services, donc principalement d'OpenAI et de Nvidia. Et ensuite il y a des investissements qui sont faits les uns vers les autres, tous y sont connectés. Bon là, Nvidia il valait 4500 milliards à l'époque il a perdu 500 milliards là récemment, il y a un peu un petit crash, et on voit que c'est des grosses bulles celle-là. OpenAI on est à 500 milliards pour vous donner un ordre d'idée. Donc en plus de ça, ils s'achètent du hardware dans des infrastructures IT, des logiciels, et ils investissent en capital risque, donc c'est-à-dire qu'ils achètent en gros des actions, ils financent des entreprises en faisant des levées de fonds par exemple, des choses comme ça. Collection d'investissements, d'achats, de services, etc. Ça représente en quelque sorte un écosystème, une économie particulière, et cette économie doit faire de l'argent pour être rentable. Observez le circuit de financement, ça va vous faire comprendre en fait pourquoi tout est interconnecté et pourquoi on parle de bulle. On peut partir d'OpenAI, il y a une petite différence, donc c'est la flèche verte ici qui va en fait comme si OpenAI avait investi dans Microsoft, c'est l'inverse, c'est Microsoft qui investit dans OpenAI, je crois 27%. Donc en finançant OpenAI, qu'est-ce qui se passe? Ils sont injectés des milliards de dollars dans OpenAI. En contrepartie, en fait, OpenAI achète des services à Microsoft pour en fait utiliser leurs serveurs et utiliser leur puissance de calcul, leur GPU, etc. pour faire fonctionner en fait tout simplement ChatGPT, si on résume. Microsoft, avec cet argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée des data centers, donc doit investir dans des GPU. Ces GPU, elles proviennent de Nvidia. La flèche bleue, on voit qu'ils achètent du hardware et du logiciel, principalement des GPU. Nvidia, qu'est-ce qu'ils font eux de leur côté? Ce profit colossal, ils vont réinvestir dans des data centers, typiquement xAI, donc Elon Musk, où ils vont créer d'autres data centers qui vont travailler eux non pas avec OpenAI, mais ils vont travailler par exemple avec Anthropic. On l'a vu récemment, là, Anthropic, ils ont loué Colossus 1,25 milliard par mois. Ok, donc c'est un parc xAI, Colossus. Donc ils ont en gros pris 11% de la capacité. Donc c'est Colossus, c'est énorme. Et on voit qu'ils sont constitués en fait de GPU, d'accord, donc pour fournir la puissance de calcul nécessaire à Anthropic pour utiliser les modèles comme Opus, Sonnet, Fable, etc. Donc d'après xAI, Anthropic vont utiliser ce compute supplémentaire principalement pour fournir
plus de capacité aux abonnements Cloud Pro et Cloud Max. Donc ce qui est un peu curieux parce qu'on sait que les abonnements représentent moins de 20% du chiffre d'affaires. On sait qu'il y a 220 000 Nvidia GPU, principalement des H100, H200. Donc ça c'est les GPU Nvidia H100. Elles ressemblent à ça. On sait qu'une carte comme ça coûte entre 30 000 et 40 000 $. Donc ça veut dire que si on fait le calcul rapidement qu'il y en a 220 000, on va utiliser 30 000 parce que voilà, ils ont dû avoir des prix de gros. Ça fait en fait 6 milliards, donc le coût à l'achat de toutes ces cartes graphiques pour XAI. Grosso modo, c'est à peu près ça. Donc on a dit que tout à l'heure, ils payaient 1,25 milliard, donc c'est du 15 milliards par an. Ça veut dire que pour XAI, c'est intéressant parce que ils vont se rembourser ces GPU. XAI fournissent normalement des data centers à la base pour Grok, donc l'IA d'Elon Musk, l'IA de X, ex-Twitter, mais que du coup, ils s'ouvrent à la concurrence, ils s'ouvrent à Anthropic. Mais Anthropic, ils dépensent donc 1,25 milliard par mois, 15 milliards par an. J'avais fait calcul rapidement avec l'IA, donc on voit ici que 1,25 milliard divisé par 20 $ le prix de l'abonnement pro, parce qu'on se souvient que là, cet investissement qui c'est pour les abonnements pro et max, ça représente 62 millions d'abonnés pro payants, ce qui est énorme. On a essayé d'estimer, bon c'est des données qui sont pas publiques, mais il estime à peu près, bon là c'est Gemini de Google, qui estime à 5 millions d'abonnés pro et max. Donc cet abonnement remporte environ 1,5 à 2 milliards de dollars par an. Donc ils payent par mois le profit qu'ils font par an. Ça vous donne un ordre d'idée. Pour Elon Musk et XAI, c'est tout bénef, ils partagent les coûts. Pour Nvidia, c'est génial, ça finance des colossus, des data centers avec des centaines de milliers de GPU, donc parfait, ça fait du profit. Mais le problème il se situe par Anthropic, puisque finalement, ils font pas d'argent, hein. Anthropic, OpenAI, qui sont quand même au niveau de la bulle de l'IA, tout cet investissement-là qui est fait, toute cette bulle, cette interconnexion les uns avec les autres, finalement, le profit va être fait par qui ? Par les modèles frontières. Ok, qui veulent garder leur avantage concurrentiel, qui veulent garder les modèles les plus performants au monde entre leurs mains, c'est pour ça qu'ils ne font pas d'open weight, ou en tout cas très peu, ou s'ils en font, c'est pour des modèles un peu plus petits, ils gardent leurs connaissances en interne. Et l'objectif, c'est de faire de l'argent, hein, puisque tout le monde, toutes les parties prenantes ici, vont avoir une rentabilité, vont avoir une croissance dans le temps, seulement si les modèles frontières font du profit. J'ai créé ce petit schéma pour représenter un peu ce que c'est que la bulle IA. Donc c'est comme un ballon comme ça, et dedans on a des entreprises comme OpenAI et Anthropic qui fournissent des modèles frontières, des modèles d'intelligence artificielle, des modèles LLM qui sont cloisonnés, fermés, d'accord, qu'on peut pas copier, ou difficilement. Il y a d'autres entreprises comme Nvidia, on l'a compris avec les GPU, et on a ce qu'on appelle les hyperscalers, donc ça c'est vraiment, voilà, les data centers, donc on a Microsoft, on a XAI, etc., qui vont fournir tout l'environnement autour pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et il y a plusieurs risques à ce que cette bulle explose. Donc celui qu'on vient de voir là, c'est au niveau des consommateurs. Eux, s'ils n'achètent pas les services d'OpenAI et d'Anthropic, s'il y a un manque à gagner, c'est ça qui peut faire que la bulle petit à petit explose, parce qu'il n'y a pas assez de rentrée d'argent, tout simplement, et ça peut faire exploser la bulle. L'autre côté, c'est les investisseurs. On a vu qu'ils sont tous investisseurs les uns les autres, et aussi des investisseurs extérieurs, des fonds d'investissement. C'est ce qui fait aussi que le break-even, donc c'est le moment où on passe d'une perte à un profit. Plus il y a d'investissement, plus le break-even monte. C'est pour ça qu'on est entre 600 milliards à 3000 milliards. Bon, c'est une estimation, c'est assez difficile, mais on peut partir du principe que c'est 600 milliards. Plus il y a d'investisseurs, plus ça monte. 600, 700, 800, 900, 1000, etc. Petit à petit, s'il n'y a pas de retour sur investissement, les investisseurs vont commencer à décroître. C'est-à-dire que soit ils vont revendre leur part moins cher, ils vont encaisser une perte, soit ils vont investir moins, etc. Il va y avoir moins de potentiel de croissance. Si par exemple Anthropic qui investit dans Colossus, elle investit 1,25 milliard par mois, comment elle paye ça ? Elle paye ça grâce à ses investisseurs. Vu qu'elle n'est pas profitable, elle doit bien trouver l'argent quelque part, et l'argent vient des banques, fonds d'investissement, etc. Ça, c'est un autre risque. Si les investisseurs s'écroulent, ils ne peuvent plus payer leurs charges, ils ont de la dette. S'ils ont de la dette, ils peuvent faire faillite. On connaît la suite, s'ils font faillite, ils entraînent un gros mouvement avec eux. Il y a un autre point aussi qui est assez important, c'est que l'Union Européenne représente par exemple 15% des profits. L'Union Européenne est en train d'un peu de se réveiller dans tout ça. Il y a Mistral, il y a quand même d'autres entreprises. On commence à passer aussi pas mal d'un côté open weight, ne pas donner toutes nos informations aux États-Unis. Il y a un peu comme un réveil global, une prise de conscience de ne plus dépendre des États-Unis. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, une législation type GDPR interdit les entreprises d'utiliser OpenAI ou Anthropic, parce que voilà, ça envoie des données d'entreprise, ça envoie des données confidentielles aux États-Unis, à la CIA. Si demain ça c'est bloqué, ça fait une chute du profit de 15%. Boum. C'est quand même un risque. Il est moins gros, voilà, c'est pas non plus le truc qui va faire tout basculer, mais quand même c'est présent. Il faut prendre en compte. Ensuite, on a la demande en énergie. Il faut savoir qu'un data center
donc de compute lié à l'IA consomme 10 fois plus d'énergie qu'un data center classique cloud qui fournit des hébergements web, etc. Je sais pas si c'est le cas de Colossus, mais en tout cas je sais qu'Amazon et Microsoft, eux, ils ont dû faire des contrats directs avec des centrales nucléaires pour être approvisionnés en énergie, parce qu'il n'y avait pas assez d'énergie en passant par le réseau classique. Plus de ça, on a ce qu'on appelle un rendement décroissant, c'est-à-dire que là on le voit sur cette courbe, c'est un petit peu vieux puisqu'on voit que là le modèle le plus performant c'est Claude 3.5 Sonnet à l'époque, donc on a quand même pas mal évolué. Mais la logique elle est là, c'est qu'on a les open weight modèles en vert et on a les closed source, donc les modèles frontières en rouge. Et on voit qu'en fait les modèles frontières, petit à petit avec le temps, on a besoin de toujours plus d'énergie, toujours plus de compute pour une croissance qui est relativement de plus en plus faible. Si on prend par exemple au tout début Claude 2 et qu'on prend maintenant Claude Opus 5. Bon, le changement, il a été quand même assez impressionnant. On a eu quand même un Claude Code, mais ça n'a pas été colossal par rapport à la puissance de calcul qu'on lui a fournie. Et ça va être de pire en pire. C'est-à-dire que maintenant, si on va doubler le compute, on va pas doubler la performance du modèle, et loin de là. Et donc ça pose un problème en énergie, parce que ça veut dire que pour garder l'avantage concurrentiel, ils vont devoir investir dans de plus en plus de gigafactories, de plus en plus d'usines, de plus en plus d'énergie, même si l'écart entre les modèles open weight, qui demandent quand même moins de compute, se resserre. Donc c'est pour ça que la demande en énergie, je la mets là-dedans, et ça nous fait aussi la transition sur qu'on ne pourra pas avoir autant d'énergie que possible. Il y a un moment où il y a une limite, il y a une limite physique, on va avoir des centrales nucléaires partout, financer des data centers partout, etc. On est limité. Et ça fait la transition aussi avec le modèle open weight, qui est une stratégie aussi chinoise et qui correspond vraiment à un risque pour cette bulle, qui correspond vraiment à un acteur à part entière qui peut arriver et percer cette bulle. Alors je pense que c'est même la stratégie des Chinois, c'est de fournir des modèles open weight à disposition du monde entier, de dire n'utilisez pas ni Anthropic ni OpenAI, utilisez nos modèles open weight, ils sont safe, ils sont confidentiels, vous les mettez sur votre serveur, sur vos serveurs, chez vous, en Europe, à Paris, peu importe, vous en faites ce que vous voulez, vous les améliorez, vous les retravaillez, ce qui fait que indirectement c'est à risque, les consommateurs ici ils se retirent, donc il y a une corrélation directe. Et ce qu'on a aussi maintenant, c'est que petit à petit, et ça c'est vraiment un risque en particulier pour Nvidia, c'est qu'on a vu récemment une technologie, donc ASML, donc ça c'est une technologie qui vient des Pays-Bas et qui produit en fait des chip makers et des microchips qui sont après elles-mêmes utilisées dans les GPU. Et ça, le leader mondial, il se situe en Europe, donc en Hollande, et que ces technologies-là, donc on le voit, c'est vraiment de la micro-précision, il y a des protections partout parce qu'une petite poussière peut vraiment tout changer, c'est vraiment ce niveau-là de précision. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme ces puces ne sont pas mises à disposition des Chinois, un peu comme des sanctions pour éviter de copier, etc., eux, les Chinois ont réinvesti beaucoup d'argent, beaucoup des capitaux, fait un contournement technologique pour créer eux-mêmes les technologies. On sait qu'un peu la crise de Taïwan, et en particulier TSMC ici, qui est quand même une grosse entreprise qui est située à Taïwan. On a vu Trump qui va voulu délocaliser le savoir-faire autour des puces de Taïwan aux États-Unis. Ils essaient de faire des avancées au niveau de l'optique, au niveau de l'infrarouge, au niveau du photonique, techniques comme l'empilement des puces. Ils essaient de trouver quelque chose qui soit, si c'est pas aussi performant, qui soit concurrent et à moindre coût. Et ça, c'est un gros risque parce que c'est-à-dire que si demain la Chine parvient à industrialiser des puces compétitives qui est hors du monopole occidental, le prix du calcul IA va s'effondrer. Et là, on est vraiment sur un très gros risque parce qu'on aura des gigas, des data centers, des GPU partout. On aura créé des centrales nucléaires pour répondre à ces besoins-là et que tout ça, du jour au lendemain, peut s'effondrer. Si les Chinois inondent le marché de puces qui demandent moins d'énergie, qui sont moins chères et qui permettent un niveau de performance qui est à peu près égal, là, c'est l'explosion de la bulle, concrètement. C'est-à-dire que la rentabilité, à ce moment-là, elle devient complètement obsolète, si je puis dire, et que tout ça, ça explose, et c'est en fait une perte colossale. Donc il y a quand même encore des possibilités que ce modèle, que cette bulle-là, enfin que cette industrie-là devienne rentable. C'est sur quoi ils jouent, principalement sur une bascule B2B. Au lieu de proposer des abonnements à $20 par mois, ils veulent pousser la consommation de l'API aux entreprises avec des consommations à des centaines de milliers d'euros, pour des grosses entreprises qui sont construites autour de l'IA. Ils pensent que l'innovation va se faire et que ça va être des grosses boîtes qui vont consommer énormément d'Anthropic, des modèles comme Fable 5 qui sont très chers, passer de la productivité individuelle au workflow d'entreprise. Il y a aussi quelque chose qui va arriver et qui va provoquer probablement une grosse consommation en termes d'IA, c'est la robotique. Et en particulier le Tesla Optimus qui va être un robot qui va sûrement être connecté à l'intelligence artificielle, business model qui va être plus rentable pour toute l'IA, ou en particulier pour l'IA d'un côté robotique, parce que ces robots, ils sont intelligents, qu'est-ce qui va être leur cerveau, quelle va être leur intelligence, ça va être une intelligence artificielle. Ils misent aussi sur une chose, c'est sur l'innovation technologique, c'est-à-dire qu'ils pensent aussi que demain, dans ce scénario positif, je le rappelle, ils vont arriver à une déflation du coût du token, c'est qu'en gros on produit 10 fois plus d'intelligence avec 10 fois moins de coûts, en énergie principalement. Avoir moins de charges, l'industrie dépense moins d'argent, la rentabilité reste conséquente, voire en croissance, mais les coûts baissent.
et donc la rentabilité devient plus accessible. Le break-even, vous vous rappelez, à 600 milliards, il devient plus tangible. Donc ça, c'est le scénario A, c'est le scénario de la rentabilité, ok, la voie de la rentabilité. Mais maintenant, le scénario B, et personnellement, c'est celui que je privilégie, c'est celui qui, pour moi, a le plus de probabilité. C'est qu'on a 3 axes. On a la surconcentration boursière. Donc, on a le SP 500, qui est donc l'indice boursier américain, qui prend les 500 plus grandes entreprises américaines. En ce moment, il est sous stéroïde, IA. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le constituent, comme Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, etc. Et que c'est un petit nombre d'entreprises qui poussent, justement, toute l'activité boursière américaine. En fait, si les perspectives d'avenir sont revues à la baisse, à ce moment-là, c'est un écroulement de l'économie, c'est-à-dire qu'on peut prendre un moins 50%. Si la bourse chute, ça peut avoir un effet domino vraiment beaucoup plus conséquent, et pas seulement sur les grandes entreprises américaines, ça peut aller atteindre vraiment le consommateur, ajouter à ça de l'inflation, ajouter à ça de la crise politique intérieure, c'est un cocktail explosif. Il y a un deuxième axe aussi au niveau de cette récession, c'est qu'on a une crise de la dette et du marché du crédit. S'il y a un manque d'utilisation de ces gigantesques data centers, ils ont été financés en levant de la dette. S'ils sont plus profitables, du jour au lendemain, on a une dette là. Et c'est ce qui s'est passé dans la crise des subprimes, c'est qu'on a des dettes, et qu'à un moment on réalise, en fait, jamais personne ne va rembourser ces dettes-là. Et que là, si on a des dettes au niveau de giga data centers, mais comme je vous le disais, qui sont corrélées avec potentiellement de la création d'énergie, de centrales nucléaires et tout, vous imaginez le poids que ça peut prendre. Tout ça, ça peut devenir des actifs toxiques, des actifs qui consomment de l'argent, qui ont beaucoup de charges, mais qui ne produisent rien en économie réelle. C'est un peu ce qui s'est passé aussi dans la crise Internet des années 2000. Ils avaient financé des réseaux de fibres optiques gigantesques, parce qu'ils avaient pensé que tout le monde allait utiliser la fibre optique, et qui en fait étaient sous-utilisés. Qu'on n'apprend pas de nos erreurs, et l'histoire a tendance à se répéter aussi, et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les banques et les fonds d'investissement privés se retrouvent avec des créances, des dettes gigantesques. Et enfin, une récession systémique, c'est un troisième axe, et je terminerai la vidéo là-dessus, c'est qu'on a un effet domino, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à avoir des dettes un peu partout, un profit qui chute, grosso modo, la bourse qui descend, il y a un effet un peu de bank run, on veut sortir, tout le monde veut en gros accepter sa perte avant les autres, et du coup ça fait un effet domino sur l'économie réelle. On a une contraction du crédit, c'est-à-dire que les banques ne veulent plus octroyer de crédit aux entreprises traditionnelles qui sont complètement hors IA, du coup une limitation, une contraction de l'économie à ce niveau-là aussi, et tout ça peut provoquer aussi un licenciement massif, principalement au niveau de la tech et des services associés. Donc c'est la fin de la frénésie du financement par capital et le gel des investissements dans l'ensemble de l'économie. Et ça peut provoquer un cocktail explosif qu'on appelle la stagflation, où on a une croissance qui est nulle, licenciement massif, donc un haut taux de chômage cumulé avec une inflation qu'on a depuis quelques années, qui est en train de se calmer, mais qui peut, suite à une crise économique, continuer de croître, parce que voilà, on ne sait pas ce que va faire la Banque centrale américaine dans un scénario comme ça. Elle peut très bien injecter des fonds et provoquer de l'inflation supplémentaire. Je ne sais pas si on peut se le permettre. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un point de vue un petit peu économique, moins technique sur l'IA. Moi, ça m'a vraiment passionné de faire des recherches là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Puis on se dit à bientôt. Ciao!